Bienvenue au webinaire de l'Agence de la santé publique du Canada intitulé « Répondre à la réticence envers le vaccin contre le COVID-19 dans la pratique clinique ». Je m'appelle Andrea Gargley et je suis gestionnaire de l'équipe Promotion Éducation en immunisation au sein de l'Agence de la santé publique du Canada. Notre partenaire pour l'activité d'aujourd'hui est le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses. Financé par l'ASPC, le CCNMI fournit des connaissances et des données probantes utiles à la planification et aux politiques de la santé publique et aide l'agence à mettre en pratique ce savoir dans la réponse à la pandémie de la COVID-19. J'aimerais tout d'abord signaler que je m'adresse à vous depuis le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin, Anishinaabe. Je suis heureuse de communiquer avec vous depuis les divers territoires et collectivités où vous vous trouvez aujourd'hui. Je tiens à tous vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui. De nombreux organismes et associations, dont l'Agence de la santé publique du Canada, travaillent depuis plusieurs mois à accroître la confiance des Canadiens envers les vaccins contre la COVID-19. Mais ce problème n'est absolument pas nouveau. Les réticences à l'égard de la vaccination existaient avant la pandémie. Je suis heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui pour écouter un groupe d'experts qui discuteront de la réticence à l'égard de la vaccination et des diverses stratégies pour y faire face dans la pratique clinique. Avant de commencer, j'aimerais aborder quelques points d'ordre administratif. Le CCNMI offre ce webinaire par l'intermédiaire de Zoom. Si vous éprouvez des problèmes techniques avec Zoom, veuillez nous envoyer un courriel à nccid@humanitoba.ca. Pour profiter au maximum de notre temps aujourd'hui, nous avons préparé un grand nombre de questions pour la discussion de groupe. Certaines d'entre elles proviennent directement du sondage préalable à l'inscription. Merci à toutes personnes qui ont posé des questions aux panélistes par l'entremise de ce sondage. Nous avons également prévu une fonction de questions et de réponses que vous puissiez poser des questions supplémentaires aux panélistes une fois que nous aurons commencé la discussion de groupe. Bien que nous ne puissions pas répondre à toutes vos questions aujourd'hui, elles aiguilleront des futurs webinaires et ressources élaborés par l'ASPC. Gardez un œil sur l'onglet clavardage, car les conférenciers et les autres pourraient communiquer de l'information supplémentaire aux participants. L'enregistrement de ce webinaire et les diapositives de la présentation seront accessibles peu après sa diffusion sur le site ccnmi.ca. Voici un aperçu de notre activité aujourd'hui. Dans le cadre de ce webinaire, nous voulions offrir un aperçu de la réticence à l'égard du vaccin contre la COVID-19, des facteurs qui y contribuent et de la façon dont les expériences et les attitudes peuvent varier d'une collectivité clé à l'autre. Aider les fournisseurs de soins de santé à comprendre les diverses façons dont les patients peuvent exprimer leur réticence à l'égard de la vaccination et comment renforcer la confiance envers les vaccins. Enfin, nous vous aimerions profiter de l'occasion pour présenter une nouvelle ressource sur les stratégies fondées sur les données probantes pour aborder la réticence à l'égard de la vaccination, que vous voudriez peut-être consulter. En ce qui concerne le format, dans quelques minutes, je passerai la parole à notre animatrice, qui effectuera une mise en scène pour illustrer les réticences à l'égard de la vaccination. Puis, nous passerons à la discussion en groupe en commençant par les questions des participants. Tout d'abord, j'aimerais mettre en contexte le webinaire d'aujourd'hui. Bien qu'on parle beaucoup de réticence envers la vaccination dans le contexte actuel de la pandémie, la réticence envers la vaccination en général n'est pas nouvelle et ne se limite pas à la COVID-19. Depuis la création des vaccins, il y a des siècles, ce phénomène existe et nuit à l'incidence des programmes de vaccination sur la santé publique. Si répondre à la réticence à l'égard de la vaccination fait partie des activités courantes de l'ASPC depuis des années, le contexte de la COVID-19
a certainement accru l'importance de ce travail. La recherche a démontré clairement que les membres des collectivités font confiance aux fournisseurs des soins de santé et que ceux-ci peuvent influencer fortement les décisions des personnes au sujet de la vaccination. Dans le cadre d'une étude menée par Abacus, en novembre dernier, on a demandé à des personnes réticentes à l'égard du vaccin d'énoncer les facteurs qui pourraient les inciter à se faire vacciner. En tête de la liste se trouvaient les recommandations d'un médecin de famille. De même, des études conduites par Cosmo Canada ont révélé que, tout au long de la pandémie, les Canadiens ont constamment indiqué que les fournisseurs de soins de santé représentaient l'une des sources d'information les plus fiables au sujet de la COVID-19. Après un élément central de notre stratégie fédérale de confiance à l'égard de la vaccination consiste à offrir de l'information sur les vaccins, des formations et d'autres mesures de soutien aux fournisseurs de soins de santé, afin qu'ils soient convaincus de la justesse de leur décision de vacciner et de recommander et d'administrer des vaccins contre la COVID-19 aux patients. Dans le cadre de notre engagement auprès des fournisseurs de soins de santé et des regroupements de professionnels de la santé au cours de la dernière année, nous avons observé un besoin évident de formation et de ressources supplémentaires pour répondre à la réticence à l'égard du vaccin contre la COVID-19 en particulier. Dans un sondage mené auprès de plus de 14 000 fournisseurs de soins de santé en décembre dernier, les 95% des répondants étaient d'avis que ce type de formation serait utile dans leur pratique. De nombreux répondants qui administrent des vaccins ou qui fournissent de l'information et des recommandations à ce sujet ont déclaré qu'ils aimeraient obtenir un soutien pour avoir des discussions avec les patients sur les vaccins, notamment en ayant accès à des réponses rédigées au préalable à des questions et à des préoccupations courantes. Les fournisseurs de soins de santé reconnaissent manifestement l'importance de répondre à la réticence envers la vaccination et le besoin de formation et de ressources pour les appuyer dans leur pratique clinique et au-delà. C'est une grande partie ce qui a motivé l'organisation de ce webinaire. L'ASPC a créé et rendu plus accessible un éventail de formations et de ressources destinées aux fournisseurs de soins de santé, en particulier à ceux qui administrent des vaccins ou fournissent des recommandations et de l'information à ce sujet aux patients dans le cadre de leur pratique clinique. Par exemple, les fournisseurs de soins de santé peuvent bien sûr se rapporter à la série de webinaires. C'est le webinaire d'aujourd'hui porte très précisément sur la réticence à l'égard de la vaccination. D'autres visent à renforcer la confiance des fournisseurs de soins de santé envers la vaccination contre la COVID-19 en abordant leurs principales questions sur les vaccins, notamment sur certains vaccins contre la COVID-19 en particulier, sur l'innocuité de ces produits et sur les lignes directrices du Comité consultatif national de l'immunisation. L'ASPC a également collaboré avec la Société canadienne de pédiatrie pour rendre plus accessible son programme de formation sur les compétences en matière d'immunisation offert en ligne, qui comprend un nouveau module sur la réticence à se faire vacciner contre la COVID-19, élaboré avec les équipes du programme de vaccination de l'ASPC. Nous vous encourageons à participer à cette formation en ligne si vous ne l'avez pas déjà fait. Finalement, vous pouvez consulter notre trousse d'outils de vaccination contre la COVID-19 pour les fournisseurs de soins de santé. Cette trousse d'outils en ligne comprend différents formats de ressources sur une gamme de sujets liés au vaccin. La version la plus récente de la trousse, publiée au début du mois de mai, contient une nouvelle ressource sur la réponse à la réticence envers la vaccination dans le contexte de COVID-19. Ce guide offre un aperçu de la réticence à se faire vacciner. Il présente également des lignes directrices et des stratégies fondées sur des données probantes destinées aux fournisseurs de soins de santé pour qu'ils encouragent les patients à accepter le vaccin,
tant en communiquant avec eux qu'en prenant des initiatives en milieu de travail. Des exemples de réponses toutes prêtes illustrent l'application de ces stratégies fondées sur des données probantes. Le guide et le webinaire d'aujourd'hui constituent des ressources complémentaires. Nous espérons que la réunion de groupe d'experts aujourd'hui et les apprentissages tirés de leur point de vue et de leur expérience nous aideront à mettre en œuvre certains des principes et des stratégies du guide. J'aimerais maintenant présenter notre animatrice, Dr. Dubé, et puis les laisser la parole pour une mise en scène. La Dr. Ed Dubé est une anthropologue de la santé. Elle dirige le réseau de recherche en sciences sociales et humaines du Réseau canadien de recherche en immunisation. Depuis 2008, elle est membre du groupe scientifique en immunisation à l'Institut national de santé publique du Québec. Son programme de recherche porte largement sur la réticence à se faire vacciner au sein de la population et chez les professionnels de la santé au Québec, au Canada et à l'échelle internationale. De 2012 à 2014, elle a fait partie du groupe de travail sur la réticence face au vaccin de l'Organisation mondiale de la santé. Merci, Dr. Dubé, et je vous passe maintenant la parole. Merci beaucoup, Andrea. Ça me fait grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et d'animer ce webinaire. Donc, avant de présenter les différents experts et répondre à vos questions, une simple mise en contexte du phénomène de l'hésitation à la vaccination qui est défini par l'Organisation mondiale de la santé justement comme le refus, le fait de retarder, de refuser ou d'avoir des doutes importants par rapport à la vaccination. Ça représente un changement de paradigme alors qu'auparavant, on présentait beaucoup la vaccination comme oui ou non. Donc, soit on fait vacciner, soit on ne fait pas vacciner. L'hésitation à la vaccination représente les décisions, les comportements de vaccination sur un continuum allant des personnes très, très confiantes envers les vaccins aux groupes qui peuvent être beaucoup plus critiques et activistes contre les vaccins qui sont heureusement moins nombreux. Généralement, ce que les recherches récentes démontrent, c'est que les réticences ou les hésitations par rapport à la vaccination COVID peuvent pas nécessairement être les mêmes que pour les autres vaccins ou ce n'est pas nécessairement les mêmes groupes, quoique certaines similitudes malgré tout. Prochaine diapo. Donc, quels sont les principaux facteurs qui contribuent à l'hésitation à la vaccination? Évidemment, ils sont multiples et multifactoriels, mais il y a un modèle qui est souvent utilisé dans le domaine qui s'appelle le modèle des 5 C pour regrouper un peu l'ensemble de ces facteurs-là de façon plus simple. Donc, d'abord, la confiance. Andrea l'a mentionné dans l'introduction, la confiance que les gens ont envers le professionnel de la santé qui recommande le vaccin, mais aussi la confiance plus large envers le gouvernement, les autorités de santé publique qui mettent en place les programmes de vaccination. C'est un élément clé dans les décisions vaccinales. Il y a la complaisance, que je résume habituellement par la phrase, on dit parfois que la vaccination est victime de son succès. Parce qu'on ne voit plus les maladies infectieuses contre lesquelles on vaccine, les gens peuvent parfois percevoir davantage de risques à la vaccination que de risques aux maladies infectieuses. Bon, évidemment, cet enjeu-là se pose moins avec la COVID. Je pense que tout le monde est bien sensibilisé au danger de la COVID, mais pour les autres vaccins, c'est un déterminant important. Commodité, c'est pour référer à tous les déterminants liés à l'accès aux services, donc pas simplement la façon dont les services sont organisés, mais aussi l'attitude des professionnels de la santé, le fait d'être reçu d'une façon culturellement appropriée. Calcul réfère à la recherche d'informations et aux gens qui décident, qui ont besoin de beaucoup d'informations avant de prendre une décision et qui vont peser les avantages et les inconvénients des vaccins avant de se décider. Plusieurs recherches illustrent que les gens qui sont davantage préoccupés par les vaccins ou plus hésitants ont tendance à aller chercher beaucoup d'informations, souvent en ligne et dans les réseaux sociaux, et peuvent donc être exposés à beaucoup de désinformation sur les vaccins. Puis enfin, responsabilité collective fait référence aux motivations pour se faire vacciner, pour se protéger non seulement soi-même, mais protéger aussi sa collectivité ou les autres personnes autour de nous par l'immunité de groupe. Prochaine diapo.
Et donc, qu'est-ce qu'on sait par rapport à l'hésitation spécifiquement sur la COVID-19 au Canada? Bien, ce qu'on sait, c'est que la plupart des Canadiens ont l'intention de se faire vacciner ou l'ont déjà été et que cette intention ou cette attitude favorable-là a augmenté à travers le temps. Donc, alors qu'au printemps, c'était plus négatif, je pense qu'avec l'arrivée des vaccins, avec le lancement de la campagne, l'intention a augmenté. Je vais passer rapidement là, parce que le temps file, mais il y a certains sous-groupes qui sont plus susceptibles d'être hésitants à la vaccination au Canada. C'est entre autres les jeunes adultes, les femmes un peu plus que les hommes, les peuples autochtones, les Canadiens noirs, les nouveaux arrivants et les parents et tuteurs d'enfants de moins de 18 ans. Dans le sondage dont Andrea parlait en intro, il y a quand même 15% des professionnels de la santé qui ont dit qu'ils n'étaient pas certains de se faire vacciner contre la COVID ou qui allaient le refuser. On aura l'occasion d'y revenir là, avec les experts, mais c'est certainement préoccupant du côté des professionnels de la santé. 27% ont aussi dit qu'ils préféraient attendre, ce qui peut être un peu attendu en décembre, évidemment. Donc, prochaine diapo. Et là, ben, on rapporte souvent l'hésitation comme un phénomène individuel. Un individu est incertain, se pose beaucoup de questions, mais il y a beaucoup d'autres facteurs plus larges qui jouent sur l'hésitation à la vaccination. Puis, certainement que Bilkis pourra y revenir là, dans la période de questions, mais les normes socioculturelles, les valeurs, les politiques publiques ont un impact sur l'hésitation au niveau individuel. Un exemple, c'est la réticence à la vaccination chez les préposés aux bénéficiaires qui, historiquement, peuvent venir de communautés culturelles avec des enjeux de confiance envers le système de santé, peuvent avoir des conditions de travail qui les placent dans une situation de plus grande précarité. Et tout ça, ultimement, va avoir un impact sur leur décision de vaccination. Donc, en somme, ce qu'il faut retenir, c'est que outre les déterminants individuels, la confiance des gens, il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte pour comprendre l'hésitation à la vaccination et y répondre. Donc, prochaine diapo. Et les défis qui nous attendent en lien avec la vaccination COVID, évidemment, on vise à offrir et vacciner tous les adultes qui le peuvent et maintenant bientôt les adolescents aussi à se faire vacciner. L'autre grand défi qui nous attendra au cours des prochaines semaines, c'est certainement le fait de recevoir sa deuxième dose de vaccination. Parce qu'on sait aussi que c'est un vaccin assez réactogène. Donc, ça a aussi un impact là, sur l'hésitation à la vaccination. Puis enfin, dans plusieurs provinces, il y a la vaccination des jeunes adolescents qui s'amorce et donc faire accepter aux parents tuteurs de la vaccination des jeunes va certainement être un défi. Donc, avant de présenter les experts, je rappelle le rôle crucial des professionnels de la santé dans la réponse à l'hésitation à la vaccination. Souvent, on l'oublie, mais les recommandations, les discussions individuelles avec les patients, c'est un facteur clé pour l'acceptation des vaccins. Et donc, sans plus tarder, je vous présente les panélistes, nos 4 panélistes. Donc, Dr Arnaud Gagnaire, qui est néonatologue et professeur au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Il a testé et validé au Québec un concept de stratégie de promotion de la vaccination tout à fait novateur qui est très efficace pour diminuer l'hésitation à la vaccination. Pour les Québécois, c'est le programme EMI, je pense, qui a été établi en programme au Québec. Et il pourra nous en parler plus longuement plus tard. L'autre panéliste, Dr Maryse Gay, est médecin spécialiste en médecine préventive et santé publique et professeure titulaire au département des sciences de la santé communautaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi la directrice scientifique du Centre de recherche Charlemagne. Elle enseigne et s'intéresse dans ses recherches
au domaine de l'évaluation des programmes d'immunisation, de l'organisation des services de vaccination, des couvertures vaccinales et bien sûr de l'hésitation à la vaccination. Notre troisième panéliste, Dr. Bilkis Bizandjé, est professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Son principal intérêt de recherche réside dans les défis que pose la prestation de soins de qualité dans un contexte multiethnique, selon une perspective qui tient compte du genre, de l'appartenance ethnique, des expériences d'immigration et de l'équité. Puis enfin, notre dernière panéliste, et non la moindre, est Mme Valérie Vandal, une ancienne directrice des soins infirmiers au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal. À la fin de l'année 2020, Mme Vandal est sortie de sa retraite pour diriger une initiative de son réseau de soins de santé qui visait à répondre justement à la réticence à la vaccination qui prévalait dans le réseau de la santé, dont on sait que c'est un très grand réseau qui a plus de 12 000 employés. Donc, bienvenue, merci d'être ici. Et je débute avec une première question qui s'adresse à vous tous. On voit souvent que les gens opposés à la vaccination, qui sont très opposés à la vaccination, ont une perspective claire, mais parfois l'hésitation, elle peut être beaucoup plus subtile. Est-ce que vous pouvez nous parler des signes qui vous permettent de reconnaître une personne hésitante dans votre pratique? Qui se lance en premier? Arnaud, je te nomine pour débuter. OK, d'accord. Merci beaucoup. Effectivement, l'hésitation, en fin de compte, de mon expérience clinique avec les parents comme pédiatre est en fin de compte très présente. Et même si j'ai des parents qui vaccinent leur enfant, dès qu'on pose un peu quelques questions, on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a des préoccupations que des fois les parents n'osent pas avouer. Ce qui fait qu'il y a une acceptation passive de la vaccination, mais dès qu'il y a des controverses un petit peu qui circulent, les gens vont être un petit peu anxieux, inquiets, des fois n'osent pas trop poser leurs questions, ou vont commencer à lancer des petites informations qu'ils ont vues sur Internet, passer par là, docteur, j'ai vu ça, vous en pensez quoi? Tu sais, puis ils commencent un petit peu à tendre des petites perches comme ça par rapport à leur hésitation. Ce que j'ai remarqué également aussi, c'est que souvent, par contre, les parents plus hésitants vont se servir de ce qu'ils observent sur Internet comme désinformation, comme bouclier, en fin de compte, pour se protéger, pour ne pas exprimer leurs principales préoccupations. Et une fois qu'on réussit à établir un climat de confiance avec eux, puis qu'on ne part pas dans une contre-argumentation tout de suite avec eux, et qu'on peut creuser un petit peu c'est quoi leurs préoccupations, des fois arrivent un petit peu des préoccupations beaucoup plus pas terre à terre, mais comme mon enfant va faire de la fièvre, j'ai peur qu'il fasse de la fièvre avec le vaccin, ou j'ai peur de tel effet secondaire, etc. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, les théories du complot, ou tout ce qu'on peut voir des fois qui circule un petit peu farfelu sur Internet, c'était simplement un bouclier parce qu'ils ne voulaient pas trop vacciner, mais ils n'osaient pas trop poser leurs vraies questions. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas contre-argumenter tout de suite, puis d'être vraiment dans la confiance avec les patients pour qu'ils puissent nous poser leurs vraies questions. C'est comme ça que je vois un petit peu l'hésitation de mon expérience avec les parents. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Sinon, j'aurais justement envie d'interpeller Valérie pour voir si c'est les mêmes préoccupations chez les professionnels de la santé, selon votre expérience. Nous, un des signes, il n'est pas si subtil que ça, c'est que quand on a reçu les vaccins pour les employés, les agents administratifs ont commencé à faire plein d'appels pour leur donner des rendez-vous et ils ont dû laisser des messages. Et à notre grande, je ne sais pas si c'est une grande surprise, mais il y en a, je vous dirais, au moins 60% qui ne retournaient pas l'appel pour prendre le rendez-vous. Alors, on a développé d'autres stratégies pour aller les chercher, mais disons que le silence, leur silence en disait long. Ouais. Merci. Maryse, Bilkis, autre chose à ajouter? Oui, c'est souvent la nature. Moi, je ne vois pas de patients sur une base individuelle, mais j'ai la plupart du temps des forums un peu plus généraux. Et c'est la nature des questions qui sont parfois tendancieuses. Donc, c'est plus
la nature des questions qui nous orientent par rapport à l'hésitation, mais comme tu l'expliquais, Ève, comme il y a un spectre par rapport à l'hésitation, mais les tendances des questions vont d'un côté comme de l'autre et c'est souvent... donc, les questions tendancieuses sont souvent tournées pour aller dans le sens de l'hésitation des gens. Donc, alors, il faut essayer de tourner ça différemment. Puis, comme le disait Arnaud, de creuser pour essayer de vraiment faire ressortir parce qu'il y a des craintes comme plus évidentes, puis il y a des craintes plus profondes qui, parfois, les gens sont réticents non seulement envers la vaccination, mais sont réticents de dire qu'est-ce qui les anime au fond d'eux. Puis, des fois, c'est des facteurs qui sont, qu'on peut juger plus difficilement, qui sont moins rationnels, mais donc il faut aller du côté de l'émotion à ce moment-là. Merci. Peut-être que je vais renchérir, si je peux, sur ce que mes collègues viennent de dire. Et justement, quand on parle de crainte, dans les différentes réunions, travaux, discussions que j'ai eues à ce jour, et d'ailleurs, je travaille aussi dans le quartier autour du CIUS centre-ouest de l'île de Montréal, ainsi que dans le nord, à Montréal-Nord, où on a eu, par exemple, ces expressions qui sont sorties, à savoir les quartiers chauds, les zones chaudes. Et je crois que ce type de mots n'a pas aidé nécessairement à construire la confiance. Hein, quand on n'a pas voulu dire mal en parlant de zones chaudes, mais les zones chaudes se retrouvaient dans des situations où il y avait une intersection. Hein, vous avez mentionné, Dr Dubé, l'intersection de différents déterminants et facteurs. Et donc, le fait de faire attention aux mots qu'on utilise quand on se réfère à certaines catégories de population, si j'ose me permettre de les catégoriser même. Et d'ailleurs, dans votre présentation, vous avez évoqué justement les déterminants sociaux de la santé qui rendent un contexte vulnérable. Donc, ce ne sont pas les personnes qui sont nécessairement vulnérables. Et en tant que professionnel de la santé, on veut identifier ce qui rend le contexte vulnérable. Et c'est ce que Dr Gagnon disait, c'est que les parents sont dans des contextes particuliers qui va les rendre vulnérables. Donc, pour répondre à votre question, puis renchérir avec mes collègues, la crainte, à mon avis, est très liée à la façon dont se construit la vulnérabilité. Et donc, à nous de voir à déconstruire les éléments de vulnérabilité. Merci beaucoup. Ma prochaine question s'adresse à Arnaud. Arnaud, le terme infodémie est souvent utilisé pour parler de l'épidémie d'information durant la pandémie, donc des informations vraies ou erronées. Puis évidemment, beaucoup de cette infodémie-là sur la COVID-19 porte sur les vaccins et circule beaucoup dans les médias sociaux. Comment dirais-tu que l'infodémie a influencé l'attitude des patients à l'égard des vaccins? Puis, quelles sont les façons, les stratégies pour aider les patients à distinguer le vrai du faux, comprendre les messages changeants et parfois contradictoires aussi des autorités de santé là, dans le contexte de la vaccination? Merci beaucoup, Ève. Je vais essayer de faire un défi de répondre à ces multiples questions en une en quelques minutes. Effectivement, de mon expérience, les patients sont un peu noyés d'informations et surtout, le problème, c'est les informations contradictoires qui vont générer de la confusion, générer de l'anxiété et avec des patients qui sont un peu perdus puis qui ne savent plus vraiment à quel sein se vouer, avec également une problématique sur la qualité de l'information et d'être capable de trier de la désinformation et de la vraie information. Et également une problématique au niveau du transfert d'informations et des filtres qui sont réalisés, parce que je me rappelle avoir eu une demande d'entrevue par des journalistes qui voulaient m'interviewer sur la couverture vaccinale du vaccin Covid chez les professionnels de la santé, et puis ce que j'avais accepté. Puis au dernier moment, on m'a dit j'ai eu les chiffres, ils sont très bons, donc ce n'est pas la peine de faire d'interview et ce n'est pas la peine de faire de reportage. Ce à quoi j'ai répondu au contraire. Au contraire, s'il y a bien quelque chose qui peut renforcer la confiance dans la population, c'est de montrer que les professionnels de la santé sont vaccinés. Et donc, le taux de vaccination au niveau du CIUS, de l'Estrichus, était trop bon, et donc, ce n'était pas la peine de faire de reportage. Donc, c'est dire un petit peu les biais qu'il peut y avoir au niveau de l'information et comment les parents peuvent être, ou les patients peuvent être un peu perdus avec ça.
La seconde expérience aussi qu'on a, c'est avec le programme EMI, puis donc la stratégie Promovac que j'avais développée, qui utilise l'entretien motivationnel pour faire des interventions éducatives auprès des parents. Puis on avait montré qu'en faisant ça à la naissance de l'enfant, c'était un très bon moment parce que les parents, souvent, n'avaient pas encore réfléchi à la vaccination. Et donc, de donner de l'information qui répond vraiment à leurs besoins à la naissance de l'enfant fait qu'ils vont être beaucoup moins susceptibles de croire la désinformation par la suite. Ils vont être beaucoup plus capables de faire le tri. Donc, c'est quelque chose qui est un peu comme de l'inoculation. On vaccine un peu les parents contre la désinformation. Et donc, on avait montré que ça fonctionnait très bien. Par contre, maintenant, dans le contexte de la COVID, bon, ben, on ne va pas rencontrer à la naissance, c'est un peu trop précoce là. Donc, comment on peut faire ça, effectivement, pour corriger cette désinformation? Les grands principes qu'on utilise en communication, qui reposent sur les grands principes d'entretien motivationnel, c'est surtout de ne pas chercher à convaincre d'emblée la personne qui est hésitante et ne pas chercher à contre-argumenter les informations qu'ils ont reçues. C'est vraiment l'élément primordial parce que si on commence à dire « non, ce que tu as vu, ce n'est pas vrai, voilà, je te donne la vérité », on va générer de la résistance et puis la personne ne va pas nous croire et puis ça va être une bataille. Donc, c'est vraiment d'éviter ça. Et la première chose à faire, c'est vraiment d'établir la relation de confiance. C'est de ne pas chercher à contre-argumenter, établir la relation de confiance. Et pour établir la relation de confiance, il faut écouter sans jugement ce que la personne a à nous dire, lui démontrer qu'on la comprend, qu'on comprend ses inquiétudes, donc démontrer de l'empathie. Et une fois qu'on a montré à la personne qu'on la comprend et qu'on veut l'aider, c'est d'essayer de cibler c'est quoi ses réelles préoccupations. Chaque patient va avoir des questions un peu différentes. Ce n'est pas tous les patients qui vont avoir les mêmes, les mêmes questions, les mêmes préoccupations par rapport à la vaccination. Donc, c'est vraiment important de poser des questions ouvertes aux patients, de les laisser s'exprimer, de faire des reflets pour bien montrer qu'on comprend la problématique et donc d'essayer de définir avec le patient lui-même les réponses qu'il souhaite avoir et que ce soit le patient qui formule ses propres questions. Et à ce moment-là, on va pouvoir donner de l'information qui fera du sens au patient parce que c'est l'information qu'il souhaite recevoir et ce n'est pas une information qui va en contradiction avec ce qu'il nous dit. Et donc là, la formation a beaucoup plus un pouvoir de changement que si c'est une information non sollicitée qu'on essaye d'ingurgiter de force au patient. Et pour donner cette information, ce qui est souvent très utile, c'est de partir des connaissances initiales du patient et de co-construire avec lui des nouvelles connaissances en additionnant des nouvelles connaissances qu'il nous demande et avec des nouvelles connaissances qui vont lui permettre de cheminer vers une position plus ouverte sur la vaccination. Donc, on va l'aider à trouver lui-même les réponses à ces questions en lui donnant l'information dont il a besoin avec son autorisation. Et surtout, on évite la contre-argumentation, la résistance. Puis, dernier point, peut-être, c'est vraiment de trouver des informations factuelles et puis adaptées au niveau de compréhension de la personne. C'est vrai que les statistiques, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre. Dire à une personne, tu as un risque sur 288 000 de faire un effet secondaire, c'est un petit peu difficile à comprendre. Mais par contre, quand on prend des exemples de la vie courante, puis qu'on explique que l'ensemble des effets indésirables de la vaccination, c'est beaucoup moins que les effets indésirables de la prise d'aspirine, ça permet de relativiser. Ou alors que le risque de mourir d'un effet du vaccin Covid, c'est 3 fois moins que d'être frappé par la foudre. Là, du coup, ok, d'accord, on en parle beaucoup, mais j'ai moins de risque de mourir du vaccin Covid que d'être frappé par la foudre. Et on s'entend qu'être frappé par la foudre, donc ça n'arrive pas tous les jours non plus quand même. Donc voilà, donc c'est des choses qui parfois frappent un petit peu les esprits, mais qu'il faut amener avec bienveillance. Et puis donc le maître mot, c'est vraiment ça, c'est éviter la résistance et être bienveillant avec les patients, ne pas juger les patients ont des questions, parce que c'est normal d'avoir des questions dans le climat dans lequel on est. Moi, si je n'étais pas expert, j'aurais plein de questions, je serais très inquiet aussi. Et heureusement que j'ai un accès aux informations, puis de par mon métier, je peux avoir les réponses plus facilement. Mais il faut vraiment se mettre à la place des personnes pour les comprendre. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Tout à fait, non, c'est tout à fait. Puis évidemment, avec la prolifération des fausses informations en ligne, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute parce qu'on ne peut pas garder le cap de savoir tous ces mythes qui circulent là, puis y répondre à l'avance, ça peut avoir l'effet contraire de planter un mythe qui n'était pas là auparavant. Là. Donc, merci Arnaud. Prochaine question est destinée à Marie. C'est une question qui provient des panélistes. Souvent, les discussions sur la réticence à la vaccination ont lieu lors de rencontres individuelles entre un patient et un professionnel de la santé. On aimerait t'entendre sur les stratégies pour diminuer l'hésitation à la vaccination au niveau populationnel. Je pense que Arnaud a donné plein de pistes au niveau 1 à 1. Maintenant, dans une logique plus populationnelle, ce serait quoi tes pistes?
Bien, merci. Évidemment, avant de se lancer sur l'aspect spécifique, réticence, hésitation, il faut s'assurer que tous les autres facteurs, on y a répondu. Donc, entre autres, l'accès. Alors, est-ce que la vaccination est accessible? Puis l'accès, c'est très large, l'accessibilité dans les horaires, au point de vue géographique. Bon, on parlait tantôt des travailleurs de la santé qui avaient une certaine réticence, mais moi, je sais que dans certains, pas nécessairement des établissements de santé, du réseau de la santé, je parle au Québec, là, mais peut-être que c'est le cas dans d'autres provinces également. Il y avait certains travailleurs qui devaient se déplacer en dehors de leurs heures de travail. Ils devaient payer des frais de stationnement pour aller se faire vacciner. Donc, tous ces aspects-là qui sont accessoires, bon, je parle de l'exemple des travailleurs de la santé, mais donc, on doit s'assurer que ces facteurs-là sont réglés et que ça ne constitue pas une barrière. Ensuite, en ce qui a trait, bon, quand on parle de stratégie individuelle, bon, il y a des données probantes qui montrent que l'entretien motivationnel, comme ce que Arnaud parlait, c'est efficace, c'est démontré. Bon, mais on ne peut pas faire d'entretien motivationnel quand on lance des messages populationnels et quand les experts s'adressent à la population. Mais il y a quand même des prémices puis des éléments qui font partie aussi des 5C dont a parlé Ève et puis de ce que Arnaud parlait. Bon, la confiance, donc avoir des porte-paroles qui inspirent confiance, qui sont constants, qui sont transparents par rapport au message. Puis là, je fais référence beaucoup, évidemment, à l'expérience du Québec, parce qu'on sait que nos politiciens, bon, la confiance envers notre premier ministre est quand même grande au Québec. Alors ça, c'est un facteur qui est aidant. Puis après, par la suite, les experts qui sont toujours, qui sont habituellement du même avis, bien ça, c'est très aidant. Donc, puis aussi le fait d'avoir des messages qui sont assez univoques, même si, puis aussi dire, bon, comme Arnaud le disait, oui, c'est normal de se poser des questions. On se pose des questions, nous aussi, et puis aussi de faire du renforcement. Parce qu'on le fait aussi sur une base individuelle, mais on peut le faire à l'échelle populationnelle. Alors, dire, bien, c'est le fun, on est rendu à tant de % de vaccination, encourager et donc refléter les succès. Alors, en gros, ce sont pour les messages de promotion. Mais il va y avoir toujours, mais on sait que ce n'est pas la stratégie la plus efficace d'avoir des messages à l'échelle populationnelle et les stratégies efficaces, toujours dans une perspective populationnelle, c'est des stratégies qui sont à multiples composantes. Donc, on agit sur l'accès. On agit aussi sur les professionnels de la santé, comme tu l'as dit au début, l'importance que les professionnels recommandent la vaccination. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on peut améliorer la vaccination et diminuer l'hésitation. Tout à fait. Merci, Maryse. La prochaine question s'adresse à Bilkis. Nous savons que la confiance, c'est un élément essentiel du consentement à se faire vacciner envers les établissements de santé, le gouvernement, même l'industrie qui fabrique les vaccins. Est-ce que vous pouvez nous parler de certains facteurs qui ébranlent la confiance dans certaines collectivités, puis comment les professionnels de la santé, quel rôle ils peuvent jouer pour restaurer un peu cette confiance-là? Merci beaucoup. Alors, je pense que mes collègues ont déjà établi certaines bases. Moi, je peux rajouter peut-être à votre question aussi spécifiquement la contribution des autres acteurs et actrices dans la communauté. Donc, évidemment, moi, je pense que entièrement d'accord avec mes collègues et moi-même, le fait qu'en tant que personne qui donne des soins, je me dois d'avoir ma propre posture qui reflète cet élément de confiance et de comment je vais accompagner les personnes. Dans une perspective évidemment populationnelle, c'est un défi que Dr Gay vient de soulever en rajoutant ce que Dr Gagnard nous disait. Pour les autres acteurs et actrices, je travaille beaucoup avec les organismes non gouvernementaux, les ONG, les groupes communautaires qui sont très présents dans la communauté et qui, durant la première vague, ont fait un travail de mobilisation communautaire extraordinaire, notamment pour les cliniques de dépistage. Nous avons passé beaucoup de temps sous la pluie dans les autobus à travers Montréal, les camions qui donnaient le message dans différentes langues. Donc, je souhaite apporter l'élément linguistique. Je crois qu'il y a, et d'ailleurs, je remercie la santé publique et toute l'équipe
qui travaille sur les maladies infectieuses, qui sponsor aujourd'hui ce webinaire, de nous donner l'occasion de parler en français, d'échanger en français et éventuellement de voir qu'il y a beaucoup d'informations qui existent aussi en d'autres langues. L'existence de l'information, cependant, n'est pas suffisante. Il faut qu'on la porte, qu'on la rende accessible et qu'elle soit, d'une part, bien sûr, disponible, mais qu'elle soit utilisée. Et ce n'est pas toujours le cas. On a vu d'ailleurs, en travaillant beaucoup avec les ONG, qu'il y a eu tout un investissement comparativement à 2003, quand il y a eu le SRAS, où la formation dans les autres langues venait difficilement. On a eu beaucoup de soutien de la part du gouvernement et des institutions. D'ailleurs, je suis chercheur au centre CIUS Sherpa, qui travaille beaucoup auprès des communautés culturelles et des populations immigrantes. Et donc, nous sommes très à même d'essayer de comprendre un peu ces complexités, langue, appartenance ethnique, culture, la notion de confiance que vous me posez et que je voudrais rajouter en plus des messages déjà rapportés par mes collègues, c'est le système. Est-ce qu'on essaie de m'utiliser? Est-ce que je vais perdre mon statut? Si je me fais vacciner ou je ne me fais pas vacciner? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Quelle est la conséquence pour ma famille ici, pour ma famille là-bas? Est-ce que je peux me permettre d'avoir des effets secondaires quand je dois aller au travail, si je n'ai pas d'autres moyens? Et donc, les employeurs aussi ont un rôle très important à jouer dans l'intersection, de pouvoir reconnaître que certaines personnes sont plus vulnérables aux effets secondaires et que peut-être ils ne pourront pas se présenter au travail. Donc, dans la chaîne des acteurs et des actrices de confiance, il faut rajouter l'environnement de la personne où elle est. Donc, si la personne fait confiance à son professionnel de la santé, elle doit aussi pouvoir faire confiance à son employeur, que si elle va se faire vacciner, il n'y aura pas de problème et qu'il n'y aura pas de conséquences là-dessus. Donc, j'aimerais rajouter cet élément additionnel. Donc, de travailler au niveau individuel, que nous a rapporté Dr Gagneur, au niveau, bien sûr, de tout ce qui concerne les professionnels de la santé sur une base populationnelle, mais aussi la société elle-même, tous les mouvements sociaux dans les groupes communautaires, dans la perception. Vous avez mentionné les femmes. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi les femmes sont plus hésitantes? Est-ce que c'est parce qu'elles ont un peu plus de responsabilité? Qui prend soin de mes enfants si je me fais vacciner, par exemple? Ce n'est pas parce qu'elles sont nécessairement hésitantes à la vaccination, peut-être, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons qui font qu'elles ne peuvent pas se permettre de se faire vacciner. Donc, moi, je pense qu'il faut regarder justement les trajectoires différenciées hommes-femmes, les trajectoires des personnes qui viennent d'arriver, qui sont là depuis longtemps, mais qui ont vécu des traumas dans leur pays, peut-être, et qu'on essaie de les... Vous avez évoqué la notion d'un système corrompu, peut-être, ou d'un complot. Ça peut sembler étrange pour nous, qui n'avons peut-être pas vécu ce type de complot, mais dans des pays où ceci se fait constamment, moi, je connais des personnes qui disent que leur oncle a été empoisonné par un autre oncle dans la famille même. Donc, ce genre de choses existe. Et comme disait Dr Gagneur, il faut les déconstruire ensemble. Donc, c'est vraiment... Et avec les... Moi, je pense que c'est très important ce qui a été fait, en tout cas à Montréal et à travers les autres régions du Québec. L'influence des groupes communautaires est essentielle. Tout à fait. Merci beaucoup. La prochaine question est pour Valérie. Il est clair que c'est très important que les professionnels de la santé dans les établissements de la santé soient vaccinés pour se protéger eux-mêmes et protéger les patients. Quelles sont les mesures que les établissements de santé peuvent prendre pour s'assurer de la vaccination des professionnels sans nécessairement les forcer à se faire vacciner? Oui. Donc, je pense que c'est très clair dans la littérature et dans l'expérience de tout le monde que quand on a un problème complexe, d'avoir une stratégie complexe ou une intervention, comme moi j'appelle tentaculaire, qui va agir à plusieurs niveaux, qui va agir aussi sur différents leviers, c'est très important. Je commencerai peut-être par dire que c'est sûr que quand on connaît bien ses employés, on a toute une avance. Côté stratégie de groupe, c'est sûr que partager l'information pertinente qui est basée sur des vraies données, c'est très important pour contrer tout ce que les travailleurs de la santé ont entendu à travers le mois de
décembre jusqu'à maintenant. Puis ça peut se faire de toutes sortes de façons. Je pense qu'on a des gens hyper créatifs dans les réseaux, dans notre réseau, en tout cas au Québec. Puis je suis sûre que c'est comme ça ailleurs. Donc, il faut écouter leurs idées. Et nous, dans notre CIUS, on a créé toute une panoplie d'idées pour diffuser l'information. Alors, que ce soit avoir des conférences à l'heure du midi, inviter les médecins experts sur les unités de soins, dans les cliniques, au point de service, pour qu'ils participent aux réunions d'équipe et qu'ils diffusent la vraie information, c'est très gagnant. L'idée, évidemment, c'est d'apporter l'information aux travailleurs pour pas qu'il aille à la chercher lui-même. Je pense que dans certains secteurs, ils ont même donné de l'information aux employés pour qu'ils puissent la ramener à la maison pour partager ça avec leur famille, parce que avoir discuté avec 2000 employés et plus, je sens que les décisions de prendre le vaccin ou pas, des fois, ça se fait en famille, avec son conjoint, tout ça. La mobilisation des gestionnaires, des chefs d'équipe, des leaders des syndicats, ça a été très gagnant, c'est sûr. Les gestionnaires et tous les leaders, on a essayé de les former un petit peu sur comment avoir une discussion à propos de l'hésitation vaccinale. Maintenant, nous, à Montréal, notre réseau de la santé a des travailleurs qui sont extrêmement multiculturels. Donc, ça a été très aidant d'aller chercher l'appui des gens dans la communauté, soit la communauté haïtienne, les philippinoises, etc. Alors, on a fait du partenariat avec les leaders religieux ou de la communauté et on a même fait des cliniques de vaccination éphémères dans des centres de culte où sont nos travailleurs de la santé. On a beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde, donc ça a été un grand succès. Il y a certains gestionnaires qui ont choisi de faire parler les membres de leur équipe qui ont été très malades avec la COVID, de leur faire partager leur expérience de la maladie dans des réunions d'équipe ou autres. Ça a été aussi apparemment un bon succès. De faire des tableaux où tu affiches les héros qui se font vacciner, surtout quand ils représentent, si c'est une personne à peau noire ou une personne des Philippines, tout ça, ça a une certaine influence sur les collègues, c'est bien. Évidemment, apporter le vaccin aux travailleurs, ça c'est très, très important. Donc, on s'est promené avec des petits chariots là, qui annonçaient qu'à l'heure du midi ou pendant les pauses, on pouvait descendre à la cantine, puis il y avait un tout petit kiosque qui donnait des vaccins. Ça aussi, ça a aidé. Maintenant, on s'est servi beaucoup, on peut se servir aussi beaucoup de tout ce qui est le volet électronique. Donc, on a fait des mini-vidéos de nos médecins experts qui répondaient aux questions les plus fréquemment posées, soit en anglais, soit en français, et on a mis ça disponible pour que les employés puissent regarder ça quand ça faisait leur affaire. On a fait aussi des petites vidéos des gens qui avaient hésité. Un travailleur de la santé, mettons, qui vient de la communauté haïtienne, qui a hésité longtemps et qui a fini par décider de prendre le vaccin. On fait un petit vidéo sur lui, il explique son processus de décision et encore là, on met ça disponible à tout le monde. Maintenant, je vais prendre la dernière minute ou deux pour vous parler de nos stratégies plus individuelles. Je vous parlais tantôt du fait que quand est venu le temps de donner les rendez-vous, c'est pas tout le monde qui, premièrement, voulait un rendez-vous pour se faire vacciner ou qui retournait l'appel. Alors, c'est là que la petite équipe avec laquelle je travaille, on a fait un réseau d'appels téléphoniques réservé pour les employés, une ligne téléphonique où les employés, soit qu'ils nous appelaient nous avec leurs questions, et mon Dieu qu'on en a eu des questions. Les gens hésitaient beaucoup, surtout les jeunes femmes qui pensent devenir enceintes. Ça a été tout un groupe de gens qui hésitaient beaucoup. Et puis, finalement, les gens qui ne retournaient pas les appels, on a décidé, il y a à peu près 2 mois, de les appeler
Et moi et les 3 autres infirmières, on s'était formés un peu sur les techniques que Dr Gagner discutait tantôt. Puis merci beaucoup parce qu'on a eu besoin de tous vos bons conseils. Et là, on appelait une personne qui avait dit ne pas vouloir, un employé qui avait dit ne pas vouloir le vaccin ou qui le prendrait peut-être plus tard. Et là, on appliquait la technique du motivational interviewing, de l'entrevue motivationnelle, où avec beaucoup, beaucoup de respect, on les écoutait, nous expliquer où est-ce qu'ils en étaient dans leur réflexion. On essayait d'aller chercher leur propre motivation à vouloir changer. On essayait de souligner leurs forces, leurs bonnes intentions côté santé. Et je dois dire qu'on a eu un très bon succès avec ça. On en a fait évoluer plusieurs. Et puis, il y en a plusieurs qui nous disaient, je suis contente de vous avoir parlé, mais je vais réfléchir. Puis là, une semaine plus tard, ils nous appelaient et ils voulaient le vaccin. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute des employés. Il faut les connaître. Il faut savoir sur quel levier aller appliquer un peu de pression. Puis, il ne faut pas essayer de les persuader. Je pense qu'ils cheminent très bien. Merci beaucoup, Valérie. On va maintenant passer aux questions du public. Donc, la première question, je vous invite à y répondre rapidement. C'est comment on peut répondre ou aider une personne qui a beaucoup de crainte par rapport aux effets secondaires du vaccin. Par exemple, les gens qui disent on n'en sait pas assez, ça n'a pas été testé assez longtemps, pour simplifier, expliquer puis aider les gens à prendre une décision éclairée. Maryse? Oui, premièrement, il faut reconnaître que c'est vrai qu'on n'a pas tant de recul, ce sont des nouveaux vaccins. Par contre, on peut aussi référer à ce qu'on connaît en général en vaccination. Puis, étant donné, entre autres, le vaccin à ARN messager, c'est des vaccins, c'est pas un vaccin vivant comme un vaccin contre la rougeole. Donc, c'est des vaccins dont la technologie nous laisse croire qu'il ne peut pas y avoir d'effets secondaires à long terme, étant donné qu'on dit à notre système de préparer nous-mêmes la spicule qui va être détruite par les anticorps et puis ensuite, la nanoparticule qui transporte va être détruite par notre corps. Donc, on peut aller vers les mécanismes, mais aussi, il faut s'assurer c'est quoi, au fond, comme disait Arnaud, il faut aller creuser. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport aux effets secondaires? Puis référer à des expériences. Peut-être ces gens-là ont eu des expériences avec d'autres vaccins. Donc, là, je suis allée rapidement sur une solution, mais il faut creuser, aller mieux comprendre la raison du questionnement. Puis après ça, essayer de trouver les réponses en renforçant, puis en disant, tu peux attendre. Évidemment, il y avait l'urgence de la COVID. Puis ces gens-là, souvent, tranquillement, ils vont venir. Mais il faut reconnaître que c'est vrai qu'on n'a pas un long recul, mais on est dans une situation d'urgence. Et dans une situation d'urgence, parfois, il faut prendre des décisions pour lesquelles on n'a pas toute l'information. Et puis, on n'a pas le choix. Merci, Arnaud. Oui, je rejoins ce que Maryse vient de dire, c'est vraiment d'essayer de comprendre quelle est la préoccupation sous ce que le patient veut dire, qu'est-ce qu'il entend par long terme, qu'est-ce qui l'inquiète, qu'est-ce qu'il a déjà entendu, parce que sinon c'est assez vague, en fin de compte c'est une notion assez vague et à ce moment-là ça ne répondra pas vraiment à ses attentes. Aller vraiment chercher sur ces inquiétudes-là et toujours, comme disait Maryse également, de reprendre l'historique de la vaccination où dans toute l'histoire des vaccins, oui, il y a eu des effets indésirables, des effets secondaires, mais on n'a jamais eu de choses qui étaient plus fréquentes que la maladie, plus graves que la maladie. La balance bénéfice-risque a toujours été en faveur et on a toujours, même pour un vaccin qui a eu des effets indésirables, on a toujours plus de risques de la maladie que de l'effet indésirable. Et c'est ça qui, des fois, est à mettre en rapport. La COVID, oui, la majorité des gens qui n'ont pas de pathologie de santé vont faire une forme de COVID bénigne, mais il existe des formes de COVID très sévères chez des adultes en santé, chez des jeunes adultes, il y en a qui sont décédés de Covid, etc. Et ce risque-là est supérieur à un risque hypothétique d'effets secondaires à long terme qui, a priori, a très, très, très peu de chances d'arriver. Par rapport au risque de faire la COVID. Donc, c'est toujours intéressant de dire à la personne,
comment tu estimes ton risque par rapport à la maladie et de cheminer avec elle dans cette estimation du risque, avec peut-être des exemples de personnes qui n'étaient pas forcément à 95 ans avec toutes les pathologies de la Terre, qui malheureusement sont décédées aussi de la Covid et qu'il faut bien être conscient de ça. Et on peut également parler du système de surveillance des vaccins, hein, et d'expliquer comment les systèmes de surveillance sont en place avec toutes les études qui ont été faites avant la mise sur le marché du vaccin, où déjà on est capable d'éliminer tous les effets secondaires les plus fréquents et même des effets très rares, et qu'une fois que le vaccin est en place, il y a un système de surveillance permanent des effets secondaires du vaccin. Et on sait que là, le vaccin Covid, il y a plus d'1 milliard de personnes qui l'ont reçu. Et donc, s'il y avait vraiment quelque chose d'important, on le saurait. Donc voilà. Mais après, c'est vraiment de partir des préoccupations de la personne qui est vraiment important. Parfait. Merci. Bilkis, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, très court, parce que je sais que le temps passe et que vous voulez peut-être faire un autre petit tour et faire un résumé. Je voulais juste rajouter que le vaccin lui-même n'a pas été fait d'une façon précipitée. Ça a été fait rapidement, mais il y a une différence entre précipité et rapidement, dans la mesure où depuis les années 90, il y a déjà des chercheurs qui travaillaient sur la technologie des ARN messagers. Et donc, il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment aux États-Unis. Je lisais il n'y a pas longtemps à l'Université de Pennsylvanie, une chercheure qui depuis longtemps a travaillé là-dessus, qui a continué ensuite à travailler, à les injecter, à trouver toute la question de la thérapie génique et de les injecter sur les humains au fur et à mesure. Donc, ça a été grâce à tous ces travaux depuis une vingtaine, 25 ans que nous avons réussi à avoir rapidement et non pas de façon précipiter ce vaccin. Donc, je pense que c'est une façon aussi de rassurer les personnes que certaines personnes vont dire oui, mais ça a été fait tellement vite que j'ose pas. Alors, ce n'est vraiment pas cette perception est erronée, à mon avis. Parfait. Merci. Donc, pour conclure, j'inviterai chacun des 4 panélistes à résumer rapidement, 30 secondes, ce qu'il faut retenir. Je vais débuter, je dirais empathie, bienveillance, personnalisation de l'information dans la mesure du possible. Donc, c'est ce que je retiens de vos propos en termes de stratégie pour répondre à l'hésitation à la vaccination. Puis l'autre chose, c'est le chemin. On ne peut pas penser que les gens vont accepter après une courte intervention. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer en premier pour résumer. Valérie? Ben, moi, je vous dirais que ce que j'ai appris et que je continue d'apprendre, c'est que le secret, c'est d'écouter les gens, de les mettre à l'aise, de les faire sentir qu'ils font bien les choses, qu'ils ont droit à leurs opinions, qu'ils ont des expériences de vie qui façonnent leur façon de penser à propos des vaccins, puis c'est correct. Puis s'ils nous permettent d'ajouter de l'information pertinente au fur et à mesure qu'elle devient disponible, je pense que c'est un bon début. Merci. Maryse? Aux autres mots que tu as dit, là, j'ajouterais sincérité, transparence, parce qu'on pense entre autres au vaccin AZT, à AstraZeneca, et mon Dieu, et accès, ne pas oublier l'accès à la vaccination. Merci, Maryse. Bilkis? Alors moi, je vais rajouter aussi sur la question de la personnalisation, puis de comprendre le pourquoi et peut-être de ne pas s'arrêter aux catégories de population. On n'a pas eu l'occasion de parler beaucoup des populations des nations autochtones, mais c'est vrai qu'il y a là aussi beaucoup de respect dans les raisons pour lesquelles on peut peut-être y détecter de l'hésitation. Et je fais confiance, moi je dirais que je reviendrai à la confiance à nos professionnels et à nos partenaires communautaires à travailler en collaboration avec le C qui manquait, je pense que vous l'avez parlé, la collaboration pour le travail à se faire vacciner tous ensemble et toutes ensemble. Merci. Donc Arnaud? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je rajouterais peut-être bienveillance, c'est-à-dire d'être dans la bienveillance avec les patients, et peut-être la notion d'humanité, d'être dans une approche très humaniste, très respectueuse, et de savoir aussi que cette lutte contre la pandémie, c'est la lutte de tout le monde, et que
si on va tous le vaincre ensemble et ne pas stigmatiser ceux qui ne veulent pas, d'essayer de les comprendre pour qu'on arrive ensemble à avoir un taux de couverture vaccinale suffisant pour protéger même ceux qui ne veulent pas se vacciner, puis ce sera correct. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on soit assez nombreux. Et donc, d'être le plus bienveillant possible tous ensemble et avoir l'approche la plus humaniste possible. Et je pense que cette approche-là sera certainement plus efficace que des approches peut-être plus directives qui vont polariser, et surtout d'essayer de polariser le débat dans la population et de ne pas partir sur des camps qui s'affrontent, parce que ça, là, je pense que c'est ça qui sera le pire. Donc, d'être vraiment plus dans la tolérance et le respect tous ensemble. Merci beaucoup. Merci aux 4 panélistes. Je vais maintenant passer la parole à Andrea pour les remarques de conclusion. Merci, Dr. Dubé. Et je tiens à remercier les panélistes et l'animatrice Dr. Dubé de nous avoir fait part aujourd'hui de leur précieux point de vue sur la réticence à l'égard de la vaccination. À l'égard de la vaccination, nous remercions le CCNMI de sa collaboration à ce webinaire et nous remercions nos participants de s'être joints à nous aujourd'hui. Nous espérons que les renseignements fournis vous aideront dans votre pratique clinique. Par rapport à une des questions posées dans le Q&A, vous pourriez consulter la ressource suivante dans la trousse d'outils de vaccination contre la COVID-19 pour les fournisseurs de soins de santé. Il y a une ressource appelée « Composantes des vaccins contre la COVID-19 ». Et dans cette ressource, on explique les ingrédients et ça peut être une bonne outil pour expliquer aux patients quels sont les ingrédients et pourquoi ils sont là dans les vaccins. Et aussi, un rappel que cette trousse contient aussi une nouvelle ressource à la réticence envers la vaccination dans le contexte de la COVID-19. Le CCNMI organisera d'autres webinaires de l'ASPC sur la COVID-19 à l'intention des fournisseurs de soins de santé. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site du CCNMI. L'enregistrement et les diapositives du webinaire d'aujourd'hui seront disponibles sur le site web du CCNMI. À votre départ, nous vous demanderons de répondre à un sondage d'évaluation. Vos commentaires sont les bienvenus. Ces sondages sont importants pour la planification d'autres webinaires. Merci encore à tous pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée.